La deuxième partie tant attendue de la série de vidéos sur le développement du destroyer. Aujourd'hui, nous examinons le développement du destroyer dans la guerre. Nous avons déjà examiné la montée en puissance de la Première Guerre mondiale depuis le moment où les destroyers ont été développés pour la première fois jusqu'à la fin de ce conflit. Mais la Première Guerre mondiale laisse les destroyers dans un endroit très différent de là où ils étaient 20 ans auparavant. Mais dans les 20 prochaines années, que nous allons examiner aujourd'hui, cela nous emmène de la fin d'une guerre mondiale au début d'une autre, et voit de nombreux développements qui vont faire du destroyer entrant dans le prochain conflit mondial, un navire complètement différent encore des navires qui étaient présents en 1919. Maintenant, heureusement pour les fans d'autres marines, nous sommes maintenant forcés d'élargir notre vue au-delà de la Royal Navy avec des contributions occasionnelles d'autres, car chaque grande marine développerait maintenant ses propres traditions de conception de destroyers, et certaines finiraient même par avoir plusieurs lignées de conception, donc nous devons considérer chacune d'entre elles. Donc dans cette vidéo, nous allons examiner de manière générale le développement des destroyers dans chaque marine, avec des commentaires occasionnels donnés lorsque les développements dans une marine ou une autre ont eu un impact sur d'autres marines. Je vais commencer par dire que deux marines qui participent à la Seconde Guerre mondiale, la russe et l'allemande, vont être initialement ignorées car, en raison de révolutions internes et de restrictions de traités respectivement, elles ont relativement peu contribué au développement des destroyers jusqu'à la dernière partie de la période d'entre-deux-guerres. C'est là que nous les reprendrons plus tard dans la vidéo. Donc, en 1919, les marines qui pouvaient envisager de développer davantage de designs de destroyers en grand nombre étaient bien sûr la Royal Navy britannique, la marine des États-Unis, la marine nationale de France, la Regina Marina, ou je ne sais même pas comment cela se prononce, d'Italie et la marine impériale japonaise. Il est intéressant de voir où chaque marine en était avec les destroyers au début de la période d'entre-deux-guerres avant de regarder leurs lignées individuelles. Donc votre destroyer moyen de 1919 affiche un déplacement standard entre 1000 et 1200 tonnes, le bas de la fourchette étant détenu par la marine impériale japonaise, dont les destroyers actuels sont encore dans les hautes centaines de tonnes et ne dépasseront 1000 tonnes qu'à pleine charge. L'extrémité la plus lourde était occupée par les Français, qui avaient été contraints de construire ou d'acheter un certain nombre de petits destroyers pendant la guerre, mais dont la première incursion dans de nouveaux destroyers à la fin de la guerre était la classe Boraska, je pense, qui atteignait déjà la norme de 1300 tonnes et frôlait les 2000 tonnes à pleine charge. Cela établit un peu un thème que nous couvrirons plus tard dans les navires français. La vitesse moyenne d'un destroyer était entre 32 et 35 nœuds, et l'armement était généralement de 4 canons simples de 4 pouces ou de 120 mm, avec un ou deux canons anti-aériens ajoutés pour le moral, et une moyenne d'environ 6 tubes de torpilles, bien que ceux-ci variaient, étant dans certaines nations des montures jumelles et dans d'autres des montures triples. Les marines japonaises et françaises utilisaient respectivement des canons plus grands de 4,7 et 5 pouces, bien que les navires de la marine japonaise portaient moins de canons et de torpilles que la moyenne en raison de leur taille plus petite, tandis que les plus grands designs français utilisaient le déplacement supplémentaire simplement pour avoir des canons plus lourds et une batterie antiaérienne légèrement plus grande que la moyenne. La portée était d'environ 3500 milles nautiques, avec des exceptions notables comme les navires italiens, qui étaient conçus pour des opérations en Méditerranée à beaucoup plus courte portée, et les navires américains qui devaient faire face à des opérations dans le Pacifique. Presque tous les destroyers pouvaient transporter des charges de profondeur et ou des mines en quantité variable. Parmi tous ces éléments, alors que 1919 se transformait en 1920, un design qui se démarque, que nous devons examiner, est la classe Clemson de la marine des États-Unis. Avec un peu plus de 1200 tonnes en standard et environ 1300 tonnes à pleine charge, il était à l'extrémité la plus lourde de la bande de déplacement moyenne, mais il était rapide à un peu plus de 35 nœuds en mer, calme, et avait une très longue portée pour un destroyer à un peu moins de 5000 milles nautiques. 4 lance-torpilles triples et 4 canons de 4 pouces signifiaient également que son armement était à l'extrémité la plus lourde. Il y avait quelques inconvénients. 2 des canons étaient montés sur l'aile, ce qui signifiait qu'il n'avait qu'un bordé de 3 canons.
Cela les mettrait en désavantage dans un duel d'artillerie avec la plupart des destroyers dont les 4 montures simples étaient toutes sur la ligne centrale. Mais leur armement de torpilles exceptionnellement lourd était également composé de lanceurs montés sur l'aile. Cela donnait certes une bordée de torpilles individuelles qui n'était pas plus grande que la moyenne, mais ils étaient capables de délivrer une seconde bordée de torpilles simplement en se retournant. Cependant, cela étant dit, le design était très capable de prendre des modifications, avec 4 des navires étant améliorés à des canons de 5 pouces au lieu des armes de 4 pouces, et 2 d'entre eux étant même équipés de montures doubles de 4 pouces à la place de chaque simple, pour un total de 8 canons et une bordée de 6 canons bien au-dessus de la moyenne. Bien que peut-être pas la disposition d'armes la plus efficace, c'est toujours un design de pointe pour l'époque. Le traité naval de Washington était principalement préoccupé par les limitations sur les cuirassés et une certaine régulation des croiseurs, donc bien que les destroyers aient été discutés, le traité final n'a pas particulièrement affecté leur design. Parmi les plus grandes marines, la Royal Navy et la marine des États-Unis, il y a eu une sorte de pause dans la construction de destroyers au début et au milieu des années 20, alors que les derniers programmes de guerre étaient réduits et que les vastes nombres de destroyers construits pendant cette période étaient rationalisés avec les meilleures retenues pour la flotte future. Notamment en Amérique, de grands radeaux de destroyers à 4 cheminées et ponts ras sont apparus, alors que le financement du Congrès a chuté suite au traité de Washington et que la marine américaine visait à construire une flotte de croiseurs modernes, abordant une de ses plus grandes faiblesses et détournant son attention du destroyer pendant un certain temps. Les Italiens, les Japonais et les Français ont continué le développement incrémental de leurs diverses conceptions jusqu'en 1926, lorsque la marine impériale japonaise a commencé à travailler sur la classe Fubuki, qui établirait un tout nouveau standard et provoquerait un changement radical dans la conception des destroyers à travers le monde. Jusqu'à ce point, divers destroyers possédaient des forces et des faiblesses relativement facilement quantifiables. Certains étaient clairement des canonniers supérieurs, d'autres étaient clairement de meilleurs torpilleurs. Certains étaient plus rapides et d'autres étaient plus lents, etc., etc. Les Fubuki ont complètement bouleversé ce paradigme avec un déplacement standard d'environ 500 tonnes supérieur à la moyenne précédente. Leur capacité était sans égale, du moins sur le papier. Leur batterie principale de 6 canons en 3 montures jumelles était d'un calibre assez lourd de 127 mm ou 5 pouces, ce qui leur donnait une puissance de feu supérieure à celle de tout destroyer axé sur les canons jusqu'à présent, et 3 lance-torpilles triples, chacun avec une recharge, lui donnaient également une dispersion d'armes anti-navires lourdes supérieure à celle de tout destroyer axé sur les torpilles à l'époque. Capable confortablement d'au moins 35 nœuds, bien que là encore, en tant que destroyer, cela aurait été dans un calme plat, ils n'avaient pas sacrifié la vitesse pour cet équipement non plus. Les canons principaux étaient également ostensiblement à double usage, donnant au navire une batterie anti-aérienne exceptionnellement lourde également. Certes, ces statistiques impressionnantes cachèrent des problèmes. Le montage à double usage des canons avait un taux de tir quelque peu lent pour le travail anti-aérien et diverses améliorations et modifications ont été incorporées dans le deuxième et le troisième groupe de Fubukis qui ont été construits. Cependant, ils étaient une grande amélioration comparée aux destroyers précédents. Plus important encore, leur apparition a galvanisé l'action chez à peu près tout le monde au cours des prochaines années. Cependant, les réponses ont été limitées par une réduction du nombre de destroyers dans le traité naval de Londres, quelques années plus tard à pas plus de 1850 tonnes de déplacement standard et des canons de 130 mm ou 5,1 pouces de calibre. Dans la marine italienne, où les destroyers avaient été plutôt petits, leur réponse a été autant ou plus influencée par les développements de leurs rivaux en France que par l'apparition des Fubuki. Néanmoins, leur évolution de destroyer est assez intéressante. Un certain nombre de petits explorateurs leggero ou croiseurs d'éclaireurs avaient été construits en plus de leurs petits destroyers pendant et juste après la Première Guerre mondiale. Et ceux-ci seraient maintenant progressivement reclassés en destroyers, car il était clair que leur armement et leur taille étaient maintenant en dessous du haut de gamme des designs de destroyers actuellement en service. Les destroyers plus petits et plus anciens seraient finalement largement reclassés en torpilleurs en raison de leur déplacement inférieur à 1000 tonnes et de l'utilisation de torpilles plus légères.
La classe Kurtaton du début des années 1920 avait montré le début d'une tendance avec le navire passant de monture simple à une paire de montures doubles, conservant ainsi 4 canons mais dans moins de montures. Ces caractéristiques deviendraient une signature des destroyers italiens de l'entre-deux-guerres, bien que la taille des canons passe de 102 mm ou 4 pouces de cette classe particulière à 120 mm ou 4,7 pouces dans la classe Leon suivante, qui étaient eux-mêmes à l'origine plus des Exploratory reclassés en cours de construction en destroyers. Les quelques classes suivantes, les classes Sella, Soro et Turbine, portaient toute cette disposition principale de 2 montures jumelles, plus 2 ensembles de lance-torpilles triples. Cependant, ils deviendraient progressivement plus grands et plus rapides, et avec de plus en plus d'armes anti-aériennes ajoutées, car les Italiens étaient particulièrement conscients, plus que de nombreuses autres nations, que dans leurs opérations en Méditerranée, la marine serait presque certainement constamment à portée des avions basés à terre. Au moment de la classe des navigateurs à la fin des années 20, la deuxième signature italienne était en place, la vitesse sur glace. Avec les classes précédentes ayant augmenté la vitesse par incrément de 33 nœuds, ces destroyers atteignaient maintenant 38 nœuds, bien qu'ils étaient également les plus grands destroyers italiens de l'entre-deux-guerres, avec un peu plus de 1900 tonnes de charge standard, ceci juste avant le traité naval de Londres. Il convient également de noter à ce stade qu'en raison de leur grande taille, ces destroyers seraient les seuls destroyers italiens d'entre-deux-guerres à être armés de 6 canons avec un montage jumeau supplémentaire au milieu des navires, et les classes suivantes reviendraient à un déplacement à 4 chiffres plus bas avant de remonter inévitablement et progressivement. Le standard de batterie principal, de batterie de torpille et de vitesse, qui a été défini par les navigateurs, resterait essentiellement inchangé pour le reste de la construction de destroyers italiens jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Juste de l'autre côté d'une partie plutôt étroite de la mer Méditerranée, la conception des destroyers français, comme mentionné précédemment, prenait déjà une voie vers le grand et puissant avant que le Fubuki n'apparaisse. Avec 2 lignes de développement identifiées, le plus petit torpilla d'escadra a été conçu principalement pour attaquer les navires ennemis avec des torpilles et entrer en mêlée avec des engins d'attaque ennemis similaires, tandis que la variante plus grande, le contre-torpilleur, était, comme le suggère le nom, censé fournir une capacité de reconnaissance principale et défendre la flotte de tous les attaquants entrants restants. À bien des égards, cela peut sembler quelque peu familier, car c'est une division des rôles très similaire à celle de la fin du XIXe siècle qui s'était développée à l'époque des bateaux torpilleurs et des canonniers torpilleurs avant l'avènement du destroyer tout en un. Le Boreau K était un exemple du premier, bien qu'il soit légèrement plus grand que le destroyer de flotte complète moyen de l'époque, mais seule la classe Ladois, qui a suivi cette ligne particulière de développement dans la seconde moitié des années 20. Ce ne serait pas avant presque le début de la Seconde Guerre mondiale qu'une troisième classe de ce type serait construite. Au lieu de cela, la plupart des développements des destroyers français juste avant et après les Fabukis se sont concentrés sur le type beaucoup plus grand de contre-torpillés, puisque les Français ont vu qu'ils ne pouvaient pas construire autant de destroyers que les puissances rivales potentielles, avec la possible exception des Italiens, et ils se sont donc plutôt concentrés sur l'obtention du maximum de chaque navire individuel possible. Au moins, c'était la théorie. Le premier effort à cet égard après la guerre avait été la classe Chacal à un peu plus de 2100 tonnes standard et un peu moins de 3000 tonnes à pleine charge. Ils étaient significativement plus grands que tout autre destroyer en service, même les Fubuki à venir. En effet, à pleine charge, leur déplacement était plus proche de celui de certains petits croiseurs légers de l'époque qu'il ne l'était du destroyer de flotte moyen. Néanmoins, c'est le Fubuki qui a montré la voie à suivre, car, en comparaison, les navires français avaient un canon de moins, transportant 5 canons de 130 mm en monture simple, les 2/3 des lance-torpilles et pas de rechargement à bord, 60% de la portée, et une vitesse approximativement égale malgré les 300 tonnes supplémentaires environ de déplacement standard. Néanmoins, les Français ont persisté avec ce concept, avec la prochaine classe de contre-torpilleurs construite après l'apparition des Fabukis, conservant les 2 lance-torpilles triples mais ajoutant 300 tonnes supplémentaires au déplacement avec une coque plus grande, qui supportait le même agencement de 5 canons simples, mais maintenant de calibre de 5 pouces et demi, accompagné d'une légère augmentation de la vitesse.
L'armement anti-aérien a été modifié, passant de canons de 3 pouces à 4 armes de 37 mm. Les Aigler ont ensuite ramené l'un des canons anti-aériens de 3 pouces à une autre demi-nœud de vitesse pour 36 nœuds en échange d'un autre 100 tonnes de déplacement. La classe Vauquelin qui a suivi était essentiellement une répétition, ajoutant simplement un seul tube lance-torpille supplémentaire. Cette tranche de développement se terminerait avec la classe Lafantesque qui ajoutait un peu plus de 100 tonnes de déplacement pour environ 2500 tonnes de déplacement standard et jusqu'à 3400 tonnes entièrement chargées, et cela était sur un destroyer de la fin des années 20 et du début des années 30. Cela a généralement apporté la même batterie de canons que les navires précédents, mais a amélioré l'arrêt de torpille à 9 tubes via 3 lanceurs triples et une vitesse de conception vraiment absurde de 45 nœuds, bien que 40 nœuds était plus pratique comme vitesse opérationnelle maximale. Les Italiens ont finalement dû ramener le concept d'Exploratory et ont fini par commander un tas de classes de petits croiseurs légers à part entière comme contre-mesure, et leur déplacement était à peine plus que le presque imprononçable destroyer français. Le développement de ces destroyers n'était pas sans problème. Le traité naval de Londres semblait maintenant couper l'idée à la hauteur des genoux, avec sa limite de déplacement. Les gros canons se sont avérés quelque peu lents à tirer et encombrants à manier en général, et particulièrement difficiles à gérer à grande vitesse. Des problèmes avec les monts de charge pour les obus n'ont pas aidé, et encore pendant cette période, diverses marines ont découvert que le poids impliqué dans n'importe quel obus au-dessus de 5 pouces était généralement un peu trop pour qu'on puisse s'attendre à ce qu'un équipage le manipule rapidement et constamment lors d'un engagement prolongé, ce qui entraîne l'épuisement et des erreurs commises rapidement. Les navires Prama français ont également sacrifié des éléments structurels pour garder les coques assez légères pour atteindre leur grande vitesse, ce qui a conduit à un certain nombre de problèmes plutôt intéressants sur le plan opérationnel, surtout compte tenu des coups que les coques ont subis lorsque les navires se déplaçaient à toute vitesse. Avec le traité mentionné précédemment qui arrêtait temporairement la construction de ces destroyers absurdement grands, la construction navale française a pris une déviation temporaire avec une seule classe de ce qui était vraiment des torpilleurs, la classe La Melpomène, qui est retombée à moins de 1000 tonnes avec une batterie de canon relativement minimale et seulement 6 tubes de torpilles. Cependant, l'article 24 du traité naval de Londres limitait initialement le tonnage des destroyers uniquement contraignante pour les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, ces obligations étant introduites pour l'Italie et la France à une date ultérieure convenue. Les Français, peu de temps après, ont examiné cette situation et ont effectivement dit « Eh bien, oui, mais en fait, non ». Et donc, après quelques retards liés aux négociations avec l'Italie, ils ont repris leur construction de grands destroyers avec la classe Mogador à la fin de 1934. Ces navires ajouteraient encore plus de déplacements, pesant juste en dessous de 3000 tonnes en standard et 4000 tonnes à pleine charge, les plaçant directement dans le territoire des petits croiseurs légers. Cela a entraîné une augmentation de plus de 50% de la portée, une vitesse maximale de 39 nœuds, une batterie principale de 8 canons de 5,4 ou 138 mm dans des tourelles jumelles, ainsi que 10 tubes de torpilles dans une paire de lanceurs triples et une paire de lanceurs jumeaux. Cependant, une fois de plus, des problèmes avec les canons et le poids des obus signifiaient que la cadence de tir était considérablement inférieure à celle prévue. Ils ont également souffert de problèmes de cavitation sur les hélices et d'un manque notable d'agilité. Les croiseurs de bataille de classe Dunkerque qu'ils étaient censés escorter pouvaient en fait les dépasser en virage. Un point positif était leur construction plus solide, malgré quelques problèmes de poids en haut. Malgré leur instabilité, ces navires étaient généralement bien considérés et ont réellement dépassé leur vitesse nominale de 39 nœuds lors des essais. Vitesse maximale. 4 versions améliorées, généralement connues sous le nom de classe Kléber, étaient en construction au début de la Seconde Guerre mondiale, qui a mis fin au développement des destroyers français pour la période que nous examinons. Une dernière remarque sur le développement des destroyers français viendrait avec une dernière classe de tourpiliers d'escadre, comme mentionné précédemment, à la fin des années 30, la classe L'Hardy.
conçus en tenant compte de l'augmentation du nombre de destroyers puissants. Bien qu'ils soient la moitié la plus petite de la flotte de destroyers français, ils étaient toujours des navires substantiels, pesant 1800 tonnes en standard et plus de 2500 tonnes à pleine charge. Leur armement composé d'une demi-douzaine de canons de 130 mm en 3 tourelles jumelles les rendait plus lourdement armés que de nombreux destroyers de flotte, et avec une vitesse de 37 nœuds et 7 tubes lance-torpilles, leur vitesse et leur capacité anti-navire étaient également considérables, bien que, encore une fois, des problèmes avec les canons et le chargement réduisaient leur capacité de combat pratique par rapport à leurs statistiques théoriques. Le développement des destroyers japonais de la classe Momi de l'immédiat après-guerre au Fubuki avait été une progression relativement logique à travers les classes Minakaze, Wakatake, Kamikaze et Mutsuki. À part les plus petits Wakatake, le reste avait opté pour un armement général de 4 canons individuels de 120 mm ou de 4 pouces et 6 tubes lance-torpilles, bien qu'avec un changement de 3 lanceurs jumeaux à 2 lanceurs triples au fil du temps. Le déplacement a augmenté dans une fourchette d'environ 150 tonnes jusqu'à environ 1300 tonnes de charge standard et une vitesse maximale qui variait mais était d'environ 37 nœuds, plus ou moins un nœud, jusqu'à l'arrivée des Fubuki. Les sous-classes Fubuki ont amélioré l'utilisation à double usage des canons principaux et ont introduit la tourelle lance-torpille innovante qui permettait un rechargement relativement sûr des tubes lance-torpilles en action et les protégeait également contre certains tirs entrants et éclats, une caractéristique qui deviendrait un peu plus importante avec la longue lance à oxygène qui a été introduite plus tard dans la plupart des navires de surface impériaux japonais qui portaient les lourds lance-torpilles de 24 pouces. Cependant, une clause secondaire du traité naval de Londres signifiait qu'uniquement un pourcentage des flottes de destroyers des 3 grandes puissances était autorisé à atteindre la limite de déplacement de 1850 tonnes. Les Hatsuhara suivants ont donc été commandés avec pour mission au concepteur d'obtenir tout ce qu'un Fubuki avait, mais sur 350 tonnes de déplacement en moins, car une limite de 1500 tonnes avait été convenue pour la conception générale des destroyers pour la majeure partie des flottes de destroyers des 3 puissances. Comme on pouvait s'y attendre, cela n'a pas été possible, et les navires auraient les 3 montures jumelles réduites d'un canon, ne leur laissant que 2 montures jumelles et une simple. Les Hatsuharas n'étaient pas plus rapides, mais n'avaient que 80% de la portée et conserveraient initialement les 3 tourelles de torpilles triples. Mais même ces compromis n'étaient pas suffisants, et les navires se sont avérés être très instables et incroyablement légèrement construits, et donc fragiles. Après que des tempêtes aient endommagé et coulé un certain nombre de navires de guerre japonais impériaux construits de manière similaire, ils ont dû être reconstruits pour les renforcer. Cela impliquait, entre autres, de déplacer le mont de canon unique et de retirer la 3e tourelle de torpille, laissant le navire avec 2 pour un total de 6 tubes de torpille. Ces changements et d'autres ont également entraîné une baisse de la vitesse du navire, passant de juste au-dessus de 36 nœuds à environ 34 nœuds. La deuxième série de Hatsuharas a donc été réorganisée selon un design modifié en tant que classe Shiratsuyu. Bien qu'ils soient techniquement toujours liés par les termes du traité naval de Londres, les Japonais ont décidé, comme ils le feraient avec de nombreuses autres classes de navires de guerre qu'ils construisaient à l'époque, de simplement mentir et de terminer les navires à presque 1700 tonnes de déplacement standard. Les navires conserveraient la vitesse maximale modifiée de 34 nœuds de Hatsuhara et la batterie principale de 5 canons, mais amélioreraient l'armement de torpilles à une paire de tourelles de torpilles quadruples. Le Japon a ensuite décidé de se retirer complètement du système de traité naval et la classe Asashio verrait une augmentation du déplacement standard à un peu moins de 2000 tonnes avec un déplacement entièrement chargé de près de 2400 tonnes. Cela leur permettrait d'acheter un autre nœud de vitesse maximale pour 35 nœuds, un quasi-doublement de la portée opérationnelle et le retour de la batterie principale de 6 canons en 3 montures jumelles, ainsi que le maintien de la paire de tourelles de torpilles quadruples de Shiratsuyu. La classe a également vu l'introduction du sonar dans la flotte de destroyers impériaux japonais. Les Kageros suivants étaient largement similaires, utilisant la même coque mais tirant les leçons de la classe précédente. L'armement principal et les torpilles étaient les mêmes, avec un peu plus de faisceaux ajoutés pour la stabilité.
Cela a légèrement augmenté le déplacement global et la pensée japonaise allait maintenant diverger avec des conceptions produites pour ce qui était effectivement un énorme bateau torpilleur, une autre conception pour un destroyer de flotte polyvalent amélioré et une troisième conception pour un destroyer de protection de flotte dédié. Mais ces conceptions seraient toutes construites pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, et donc les Kageros sont l'endroit où nous laissons le développement du destroyer impérial japonais pour le moment. Le développement des destroyers américains suivait une voie plutôt différente, car tandis que presque tout le monde essayait soit de remplacer les pertes de guerre, soit de moderniser une flotte composée principalement de navires plus anciens, plus petits et obsolètes, la marine américaine avait tellement de destroyers de classe Clemson et Weeks que même la catastrophe de Honda Point, où plus de la moitié de l'escadron de destroyers 11 a réussi à s'échouer dans le brouillard, a été facilement compensée simplement en réactivant des Clemson de réserve supplémentaires. En effet, ils n'avaient pas besoin de construire plus de Clemsons. En conséquence, aucun nouveau destroyer n'a été construit pour la marine américaine pendant les années 20, en dehors de la finalisation des derniers contrats Clemson au début de la période. 12 ans après que les derniers Clemsons aient été acceptés en service, cependant, et les choses avaient changé. Les Fubukis et toutes les réponses de tout le monde à leur égard étaient désormais en service, et les avancées technologiques signifiaient que l'immense essaim de Clemsons commençait à montrer leur âge et à approcher l'obsolescence de blocs. En tant que l'une des nations liées à ce stade par les limites du traité naval de Londres, le nouveau design ne pouvait pas être substantiellement plus grand que les Clemsons. En effet, il ne pouvait même pas égaler les Fubukis. Pour une classe répandue de destroyers de flotte, il devait tirer autant d'améliorations que possible d'une augmentation de déplacement de 150 tonnes à un peu plus de 1300 tonnes de déplacement standard. Bien qu'en théorie, ils auraient pu monter jusqu'à 1500 tonnes, ils ont choisi pour une raison quelconque d'opter pour 1300. Cependant, bien qu'étant quelque peu lourd en haut, la classe Farragut qui en résultait montrait un potentiel significatif, étant capable d'atteindre 37 nœuds en vitesse maximale, encore une fois en supposant un calme plat, et malgré leur nature lourde en haut, ils étaient encore un peu plus stables. Leur puissance de feu de batterie principale a été considérablement augmentée avec 5 canons au lieu de 4, une augmentation du calibre à 5 pouces, et surtout tous les canons étaient maintenant montés sur la ligne médiane, résultant en un tir de bordée de 5 canons au lieu de 3. Les canons étaient également à double usage et marquaient l'introduction du canon de 5 pouces 38 calibres sur les destroyers américains. Bien que le canon plus court signifiait une vitesse de bouche plus faible par rapport aux anciens canons, ces nouvelles armes tiraient un obus beaucoup plus destructeur à un rythme considérablement plus rapide et étaient également des armes entièrement à double usage. Soudainement, la conception moderne des destroyers américains est passée du bas de la pile dans une action de surface à près du sommet. Alors que l'armement en torpille passait de 12 tubes à 8, tous les 8 étaient à nouveau montés sur la ligne médiane dans une paire de lanceurs quadruples, augmentant ainsi en réalité la bordée de torpilles de 2 tout en réduisant le poids total de l'armement en torpille. Le pont principal du navire était également beaucoup plus haut que celui des Clemson, ce qui signifie qu'ils prenaient moins d'eau par l'étrave dans des mers modérées et pouvaient donc maintenir leur vitesse dans des conditions de mer plus élevées par rapport aux navires plus anciens. Grâce à une machinerie améliorée et un stockage de carburant supplémentaire, ils ont réussi à obtenir 722,5 km nautiques de portée en plus. La construction des Farragut a débuté en 1933. Le seul inconvénient était que seulement 8 d'entre eux ont été commandés, comparé à l'essaim de Clemson, mais d'autres étaient à venir. Cependant, avant de couvrir cette ligne de développement, il vaut la peine de mentionner brièvement que la marine américaine a essayé de remplir son allocation de 15% du déplacement total des destroyers, qui pouvait être construit jusqu'à 1850 tonnes de déplacement, la marine américaine ayant observé le concept de leader de destroyer de la Royal Navy et d'autres souches de destroyers plus grandes similaires se développant pendant les années 1910 et 1920, et donc la suite immédiate des Farragut n'était pas en fait des successeurs, mais étaient de la classe porteur. Leurs capacités générales étaient largement les mêmes que les Farragut, à l'exception des armes à feu avec une batterie anti-aérienne plus lourde, quelque chose largement ignoré dans cette analyse pour deux raisons. Les batteries anti-aériennes de destroyers d'entre-deux-guerres peuvent presque universellement être décrites comme à peine adaptées à l'autodéfense en dehors des navires équipés d'armes principales à double usage,
et même sur les meilleurs d'entre eux, le nombre total et la capacité des canons restent assez pitoyables comparés à ce que les réalités de la guerre leur imposeraient en assez peu de temps. Quoi qu'il en soit, l'autre changement majeur avec les porteurs était la batterie principale, avec un armement extrêmement lourd de 4 montures jumelles de 5 pouces 38 calibres pour un total de 8 canons, disposés comme un croiseur lourd ou un cuirassé en 2 ensembles de montures superposés à l'avant et à l'arrière. Cependant, pour économiser du poids, ces canons ont été placés dans des montures qui étaient limitées à l'action de surface uniquement telles qu'elles ont été construites, les laissant dépendre des armes secondaires de 1,1 pouce et de .50 calibre pour la défense anti-aérienne, laissant les plus petits Farragut en réalité mieux protégés dans le département de la défense anti-aérienne, bien que la puissance de feu de surface à surface des porteurs soit maintenant considérable. Il n'était cependant pas tout à fait le roi du ring de tir, car le choix étrange d'utiliser expressément des canons à double usage de 5,38 calibres au lieu d'un canon à canon plus long lorsque vous allez limiter le canon à l'action de surface uniquement signifierait que quelques autres designs de destroyers lourdement armés de la période posséderaient des batteries principales supérieures lorsqu'il s'agissait d'actions de surface à distance. Quelques années plus tard, et l'autre type de leader de flottille construit par la marine américaine a commencé la construction. La classe Summers était basée sur les porteurs, mais alors que les Farragut et les porteurs avaient utilisé des machines modernes pour réduire le nombre de cheminées de 4 à 2, les Summers ont pu aller un pas plus loin, de 2 cheminées à 1, avec un espace accordé au principal autre changement par rapport aux porteurs, un troisième lance-torpille quadruple, qui augmentait le bordé de torpilles à 12, le plus grand salve de torpilles uniques de tout destroyer de la marine américaine. Comme les Farragut, ces deux classes étaient quelque peu surchargées en haut et se sont avérées difficiles à améliorer par la suite en conséquence. En revenant aux classes de destroyers de la marine américaine, elles ont commencé à apparaître de manière dense et rapide. 1934 verrait le début de la construction du premier des 18 destroyers de classe Mahan. Ils ont amélioré le design de la classe Farragut avec un nouvel ensemble de machines plus efficaces qui a conservé la même vitesse maximale et la même batterie de canons principaux sur un déplacement standard légèrement plus grand mais conforme au traité de 1500 tonnes. L'armement a été augmenté à 12 avec l'ajout d'un autre lanceur quadruple, mais comme les navires SNDF étaient un peu plus petits que ne le serait la classe Summers, cela a entraîné un retour aux montures d'ailes avec un lanceur quadruple sur la ligne médiane et les deux autres montés sur les ailes de chaque côté, résultant dans la même salve maximale de 8 torpilles, mais avec la capacité, comme les Clemsons, de virer de bord et de mener une attaque de suivi. Les Mayhans ont également réduit la lourdeur de la conception des destroyers de l'United States Navy, en partie comme un effet secondaire de la tentative d'éliminer les superstructures inutiles pour offrir de meilleurs champs de tir pour les engagements anti-aériens. L'année suivante sont arrivés les Gridley qui, comme les Porters, ont vu l'amélioration de la machinerie réduire le nombre de cheminées de 2 à 1. Ces derniers ont varié avec un modèle établi par les deux précédentes classes de destroyers réguliers en sacrifiant l'un des canons principaux, réduisant la batterie principale à 4, avec les économies de poids provenant de la machinerie améliorée et de la perte de l'un des canons allant dans un autre lanceur quadruple, pour un total de 16 tubes de torpilles, bien qu'en revenant à un arrangement de type Clemson avec 2 lanceurs de chaque côté, limitant la salve à 8 à la fois. On a envisagé d'utiliser des réglages de gyro pour permettre aux navires de tirer tous les 16 dans une dispersion vers l'avant, mais bien que cela soit théoriquement possible, des virages de gyro de toute sévérité et angle étaient plutôt impopulaires dans les cercles navals en raison de l'habitude plutôt dérangeante des torpilles d'oublier parfois de cesser de tourner et de revenir ainsi vers les navires lanceurs. Cette lourde batterie de torpilles était en partie le résultat d'une décision qui avait été prise de ne plus inclure de tubes de torpilles dans les conceptions de croiseurs américains et de les retirer progressivement là où c'était possible des croiseurs existants. Cela réduirait la puissance globale de frappe des torpilles de la flotte par rapport à la Royal Navy et à la marine impériale japonaise qui conservait des torpilles basées sur des croiseurs, à moins que d'autres navires ne prennent le relais. En fin de compte, ces changements ont annulé une partie du bon travail qui avait été accompli sur la classe Mahan, et le haut du navire est redevenu lourd à un certain degré dans cette variante particulière.
Les modifications et l'amélioration de la machinerie ont augmenté la vitesse de juste un peu plus d'un nœud à un peu plus de 38 nœuds, mais ont également porté le déplacement à près de 100 tonnes au-dessus des limites du traité. Ensuite, et construites en même temps, il y avait les classes Begley et Benham, qui portaient des armements identiques aux Gridley, mais différaient en matière de machinerie, les Begley utilisant des moteurs moins puissants et étant configurés pour des opérations à plus longue portée, tandis que les Benhams ont essayé de combiner la centrale électrique à haute pression avancée des Gridley avec une portée similaire aux Begleys, et en conséquence, les deux classes dépasseraient juste un peu plus de 1600 tonnes. Encore une fois, une violation du traité, mais au milieu des années 30, une violation relativement mineure était plutôt facilement négligée compte tenu de certaines des autres manigances auxquelles se livraient les marines du monde entier. 1937 a vu le début de la construction de la classe Sims. À ce stade, le deuxième traité naval de Londres avait en fait abandonné les limites de déplacement des destroyers en faveur d'une catégorie générale de navires de guerre définie comme ayant des canons ne dépassant pas 6,1 pouces et ne dépassant pas 3000 tonnes de déplacement. Cependant, la classe Sims n'était pas plus grande en déplacement que ses prédécesseurs, revenant à l'arrangement de Mahan avec un lance-torpille central et deux ailes, et réintroduisant le cinquième canon de 5 pouces, tout en conservant la nouvelle disposition à une seule cheminée. Sous le pont, ils ont conservé la machinerie à haute pression et à longue portée de Benham, et peut-être plus important encore, ils ont introduit l'excellent système de contrôle de tir Mark 37, améliorant considérablement la létalité des canons dans le genre de mêlée tourbillonnante dans laquelle on s'attendrait à ce que les destroyers se battent. Malheureusement, des problèmes de poids en haut et donc de stabilité ont continué à affliger les conceptions de destroyers américains et la classe Sims était environ 10% en surpoids et donc dangereusement instable. Cela a d'abord provoqué une reconstruction qui a supprimé l'un des lance-torpilles quadruples et a déplacé le second lance-torpille vers la ligne centrale, ce qui leur a permis de conserver une bordée de 8 torpilles, mais sans une capacité de suivi secondaire. Cela signifiait également la perte du cinquième canon et a déclenché le début d'un processus qui verrait finalement le bureau d'ingénierie et le bureau de construction et de réparation fusionner dans le bureau des navires dans les 3 prochaines années, puisque la mauvaise communication entre les deux départements était tenue pour responsable de la plupart des problèmes. Sans les restrictions du traité, le projet de 1938, les Benson, arriverait à 1620 tonnes, verrait le retour de 2 cheminées et du cinquième canon, encore une fois, cette fois sans problème de stabilité massif. La portée s'est améliorée de 1000 milles nautiques à 6500 milles nautiques et une nouvelle disposition de torpilles a été introduite avec une paire de montures centrales quintuple pour un salve total de 10 torpilles. La machinerie a également été alternée pour éviter la perte de toute l'énergie due à une seule brèche de coque. En parallèle, la classe Gleaves était également en construction. À l'origine, il s'agissait simplement de plus de Benson, la seule véritable différence étant quelques modifications mineures des types de machines, et le fait que les cheminées des Benson avaient des côtés plats et que les cheminées des Gleaves étaient rondes. Construit durant le début de la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre a été commandé pour agrandir la flotte de destroyers modernes de la marine américaine. Cependant, comme pour presque tous les designs de destroyers de la marine américaine des années 30 à l'exception des Mahan, leur stabilité en raison du poids en haut n'était pas idéale. Ce n'était pas aussi mauvais que beaucoup d'autres classes, mais à peine adéquate n'est guère une approbation retentissante, et les besoins de la guerre verraient presque toutes les classes de destroyers, y compris celle-ci, devoir presque immédiatement perdre soit une partie de l'armement principal des canons, soit un lance-torpille, afin de mettre à niveau les batteries antiaériennes légères et moyennes, sans compromettre la survie du navire, car rester debout est généralement considéré comme une bonne chose parmi la plupart des navires. Les leçons apprises, cependant, ont été prises en compte pour la prochaine classe de destroyers, qui sort du cadre de cet examen des designs d'entre-deux-guerres, mais qui s'avérera encore plus nombreux que la classe Clemson. Car ce futur navire serait la remarquable classe Fletcher. Et maintenant, avant un bref coup d'œil aux Soviétiques et aux Allemands, nous arrivons à la Royal Navy. Bien que la Royal Navy soit également sortie de la Première Guerre mondiale avec de grandes forces de destroyers modernes, généralement regroupées dans les classes 5 et W,
En raison des pertes de guerre et de quelques autres problèmes, elle n'avait pas tout à fait le nombre écrasant que présentait l'essaim de Clemson américain, et elle avait ses propres philosophies de conception plutôt uniques à expérimenter. Avec des budgets réduits dans les années 20 et les 5 EWS, ainsi que quelques classes antérieures fournissant suffisamment de force pour le moment, le début et le milieu des années 20 dans la Royal Navy étaient principalement occupés à jouer avec le leader de destroyer en tant que classe similaire aux destroyers plus grands construits dans d'autres marines qui avaient divisé leur ligne de conception de destroyers. Comparé aux 4 canons du 5EW, qui étaient diverses armes de 4 ou 4,7 pouces, selon la sous-classe exacte que vous regardiez, et 2 lance-torpilles triples. Il y avait les classes de leaders de destroyers Shakespeare et Scott, dont la construction avait commencé dans les derniers jours de la Première Guerre mondiale, mais a continué après la fin du conflit. Ces navires déplaçaient 4 à 450 tonnes de plus qu'un 5 ou W-class standard, pesant environ 1500 tonnes standard, plus ou moins 50 tonnes selon le navire. Cela a entraîné une augmentation significative de la vitesse, passant de 32 à 34 nœuds à un peu plus de 36 nœuds en service et 38 nœuds lors des essais, ainsi qu'une portée opérationnelle considérablement plus longue. Les deux classes transportaient 5 canons simples de 4,7 pouces et conservaient les 2 lance-torpilles triples de la ligne médiane, mais le coût des navires et une certaine insatisfaction quant à leur capacité ont amené la Royal Navy à abandonner l'idée de classe entière de grands leaders de flottille, revenant plutôt à la pratique précédente de commander des destroyers en flottille, chaque flottille ayant un leader de flottille spécifiquement construit pour la classe, généralement essentiellement comme une version étirée de cette classe particulière. Une fois cette ligne de développement terminée, il faudrait encore 6 ans jusqu'au milieu des années 20 pour que la Royal Navy lance un nouvel appel à destroyers. Cela a abouti à 2 prototypes, le Her Majesty's Ship Ambushgate et le Her Majesty's Ship Amazon, construits par les 2 grandes entreprises de destroyers, Yarrow et Thornycroft, avec l'idée que ces navires formeraient la base des futurs designs de destroyers. Les 2 navires ont conservé les 4 canons simples de 4,7 pouces de la classe W ultérieure et les 2 tubes de torpilles triples sur la ligne médiane, mais ont pu offrir une vitesse considérablement plus élevée pour à peine une augmentation de tonnage, principalement grâce à des améliorations de la machinerie, les 2 atteignant plus de 37 nœuds lors des essais comparativement à environ 32 nœuds pour leurs prédécesseurs, bien que, comme pour tous les destroyers de toutes les nations, la vitesse en service pratique était inférieure à la vitesse d'essai. En utilisant les leçons apprises au cours de quelques années d'exploitation avec ces navires et en observant le début des Fubuki's, la première classe de destroyers entièrement d'après-guerre de la Royal Navy était la classe A et B, composée de 2 flottilles, l'une avec tous les noms commençant par A et l'autre avec tous les noms commençant par B, plus 2 navires supplémentaires pour les Canadiens et bien sûr un chef de flottille construit pour chaque flottille. Comparé aux 2 prototypes, la classe A et B portaient environ 150 tonnes de déplacement supplémentaires pour un déplacement standard de 1350 tonnes. Et pour cela, ils ont obtenu une augmentation significative de la portée à 4800 milles nautiques, ce qui était en réalité compétitif avec les destroyers américains, tout en acceptant une baisse de vitesse à 35 nœuds. La batterie principale est restée 4 canons simples de 4,7 pouces, mais l'armement de torpilles a été amélioré de 2 lanceurs triples à 2 lanceurs quadruples sur la ligne médiane. Les 2 chefs de flottille différaient légèrement. Le Her Majesty's Ship Codrington, chef de la flottille A, était presque 200 tonnes plus lourd, ce qui comportait des logements pour le chef de flottille, presque 3 nœuds plus rapides et un 5e canon, tandis que le Her Majesty's Ship Keith, chef de la flottille B, n'était que d'environ 100 tonnes plus lourd que le destroyer B moyen, et ne portait pas d'armes supplémentaires, car, contrairement à Codrington, elle utilisait une coque identique à celle des navires réguliers ou privés, comme on les appelait dans la Royal Navy. Il avait simplement plus de superstructure. Cette dernière approche n'a pas été considérée comme un grand succès, car il s'est avéré qu'il y avait un certain manque d'espace. Les autres différences majeures entre les classes étaient que les A transportaient du matériel de dragage de mine, tandis que les B transportaient du sonar et des charges de profondeur.
Enfin, le Her Majesty's Ship Acheron de la flottille a été équipé de machines expérimentales à haute pression quelques années avant la marine américaine et certaines autres marines, mais il était tellement touché par des pannes mécaniques que la Royal Navy a décidé de revenir à des machines à basse pression pour le reste des destroyers d'entre-deux-guerres, avec des machines à haute pression qui ne réapparaissent qu'au milieu de la Seconde Guerre mondiale, une dizaine d'années après que la marine américaine a réussi à faire fonctionner le système dans ses propres conceptions au début des années 30. La conception suivante, commencée en construction en 1930, serait la classe 100 et 5 cents. Ces derniers étaient de quelques tonnes plus lourds, pas plus rapides, et avaient une portée de presque 6000 milles nautiques. Sinon, l'armement principal et les torpilles étaient comme pour la classe précédente, avec les leaders de flottille Kempenfelt et Duncan constituant un terrain d'entente entre Codrington et Keith. Ils utilisaient la même coque et la même disposition que les navires privés réguliers, mais avec des installations pour le personnel de flottille plus petites. La classe a également introduit le canon anti-aérien de 3 pouces pour compléter l'armement AA léger, puisque l'arme de 4,7 pouces sur la batterie principale était une arme uniquement pour l'action de surface. La classe E et F a été commandée 3 ans plus tard, et une fois de plus, le déplacement a augmenté, maintenant à un peu plus de 1400 tonnes. Bien que l'armement principal et les torpilles soient restés inchangés, la plupart du déplacement allant dans plus de carburant alors que la portée augmentait considérablement à 6350 milles nautiques à 15 nœuds. Les canons principaux ont également augmenté leur élévation à 40 degrés, ce qui a permis un certain degré d'utilisation théorique anti-aérienne pour défendre d'autres navires, bien que cela serait plus par le simple volume de feu ennuyant les avions hostiles, puisqu'il n'y avait en réalité aucun système de contrôle de tir anti-aérien installé. Revenons à l'approche du Her Majesty's Ship Codrington, les leaders de flottille, le Her Majesty's Ship Exmouth et le Her Majesty's Ship Faulkner, étaient environ 80 tonnes plus lourds et allongés pour permettre beaucoup plus de superstructure, et un 5e canon sur les 2 navires. La Royal Navy avait tendance à assigner des flottilles entières telles qu'elles étaient construites à certaines stations et tâches. Donc généralement les navires commençant par la même lettre auraient des carrières opérationnelles similaires, du moins jusqu'à ce que les pertes en temps de guerre dégradent suffisamment les flottilles pour forcer des fusions. L'année suivante, 1934, verrait la classe JNH ainsi qu'éventuellement la classe Avant, qui était une version modifiée construite pour le Brésil et ensuite ramenée au début de la guerre. Cent et dernier étaient légèrement plus légers que les navires précédents, avec un déplacement similaire à celui des classes 100 et 500 et avaient donc une portée réduite de manière proportionnelle, conservant une fois de plus le même armement principal de 4 canons de 4,7 pouces et 2 lanceurs quadruples sur la batterie de torpilles, à l'exception du Her Majesty's Ship Glowworm, qui a testé des lanceurs quintuples, appelés lanceurs Pantade dans la Royal Navy au lieu des quadruples. Comme avec les classes E et F, le Her Majesty's Ship Grenville et le Her Majesty's Ship Hardy, les leaders de flottille, seraient des variantes plus longues avec un canon supplémentaire et plus de superstructure, tandis que le Her Majesty's Ship Hereward, l'un des navires privés, testerait un montage expérimental double de 4,7 pouces. Ces derniers ont été suivis en 1937 par la classe 1, qui était des répétitions marginalement plus lourdes des classes G et H, à l'exception de l'adoption des lanceurs quintuples ou pintades de Glowworm, augmentant le tir de torpille à 10. Les progrès technologiques ont permis d'atteindre 36 nœuds, un de plus que les classes précédentes. Le Her Majesty's Ship Inglefield, leader de la flottille, a opté pour un canon principal supplémentaire sur une coque légèrement plus longue. La classe 1 a également introduit la superstructure de pont en forme de coin légèrement blindé qui caractériserait les destroyers de la Royal Navy à partir de ce point jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que cette production silencieuse de destroyers augmentant progressivement en nombre relativement important convenait pour la plupart des années 30, 2 facteurs majeurs sont maintenant intervenus. Les Fubuquis et leurs successeurs, ainsi que les divers grands destroyers des marines américaines, françaises et italiennes, ainsi que maintenant la flotte allemande, commençaient à susciter un peu d'inquiétude. La Royal Navy avait beaucoup de destroyers, mais les petits navires étaient si nombreux dans toutes les marines que la supériorité numérique pourrait ne pas être aussi décisive qu'elle le serait dans le domaine des cuirassés et des croiseurs.
Le résultat a été un changement majeur et radical dans la conception de la Royal Navy. En 1938, cela a commencé avec la construction de la classe Tribal. Avec environ 1850 tonnes de déplacement standard, il représentait une augmentation de près de 400 tonnes du déplacement des destroyers dans la Royal Navy. L'armement de torpilles a chuté à un seul lanceur quadruple et la vitesse est restée inchangée à 36 nœuds, bien qu'avec des moteurs beaucoup plus puissants en raison de la coque plus grande et du déplacement, ce qui a également servi à augmenter un peu la portée. Alors où, demandez-vous, est passé tout ce poids? Il est allé dans une batterie massivement augmentée de 8 canons de 4,7 pouces dans 4 montures jumelles, le double de celui des destroyers précédents de la Royal Navy. Il disposait également d'un système de contrôle de tir anti-aérien dédié, bien que son utilité ait été limitée par la limitation continue de l'élévation à 40 degrés des canons, ce qui signifiait à nouveau qu'ils pouvaient protéger d'autres navires, mais pas eux-mêmes avec leur batterie principale, ce qui reviendrait les hanter plus tard. L'Australie et le Canada commanderaient également des navires de classe Tribal, et leur puissance dans les engagements de surface les enverrait dans beaucoup des actions les plus chaudes de la Seconde Guerre mondiale, bien que là encore, c'est une histoire pour une autre fois. En raison de leur taille beaucoup plus grande, les leaders de flottille Her Majesty's Ship Afridi et Her Majesty's Ship Tata n'étaient pas plus grands que le reste de la classe. Bien que la Royal Navy et les Marines du Commonwealth disposaient maintenant d'un navire capable de remporter une action de surface avec n'importe quel autre destroyer sur la planète, du moins en ce qui concerne les combats à l'arme à feu, cela avait été réalisé au prix de l'armement torpilleux le plus petit sur un destroyer britannique depuis le début de la Première Guerre mondiale, et ils étaient des navires très coûteux. Ainsi, la prochaine classe construite, la classe JKNN, changerait à nouveau les choses. Cette classe a conservé une puissante batterie principale, mais celle-ci a été réduite à 6 canons en 3 montures jumelles. Les leçons tirées des tribots ont vu de nouvelles dispositions de machines, des formes de proues et des éléments structurels permettant au navire de perdre environ 150 tonnes de déplacement, ce qui était bien plus que la simple perte d'une tourelle. Et en échange, ils ont récupéré la seconde monture de torpille et le retour du lanceur quintuple ou pentade, ou la restauration du large côté de 10 torpilles en plus de l'armement de canons plus lourd. Le seul inconvénient était que la batterie principale était toujours limitée à 40 degrés d'élévation à l'achèvement. Une fois de plus, les leaders de flottille Her Majesty's Ship Jervis, Kelly et Napier ne différaient pas substantiellement de leurs destroyers compagnons. 50 à dernière classe de destroyers de flotte de la Royal Navy d'avant-guerre serait la classe 50 et 1000. À 1900 tonnes, ils déplaçaient encore plus que les tribales. L'armement de canons, cependant, est resté à 6 canons de 4,7 pouces dans 3 montures jumelles, mais ceux-ci étaient maintenant entièrement fermés, ont gagné 10 degrés supplémentaires d'élévation à 50 degrés et un obus plus létal, plus lourd. Bien que toujours pas aussi bon que le montage jumeau de 5 pouces 38 dans le département de la défense anti-aérienne, le nouveau montage était raisonnablement capable, surtout en comparaison avec presque tous les destroyers de l'Axe. L'armement en torpilles est revenu à 8 torpilles dans 2 lanceurs quadruples, ajoutant que la construction pendant la guerre conduirait un certain nombre de ces navires à se terminer avec 4 montures jumelles de 4 pouces à la place. Cela a légèrement diminué leur puissance de feu anti-surface, mais a considérablement amélioré leur puissance de feu anti-aérienne, car les montures jumelles plus petites étaient capables à la fois de tirer beaucoup plus vite et aussi de suivre et d'élever beaucoup plus rapidement. Dans les actions de surface, leur manque de létalité individuelle était quelque peu compensé par le niveau plutôt inquiétant de puissance de feu qu'ils pouvaient maintenir, théoriquement lors d'une bonne journée, capable de pomper 160 rounds par minute dans la direction de l'âme malheureuse qui se trouvait à l'autre bout des sites cibles. Tous les destroyers de flotte ultérieure de la Royal Navy seraient des constructions de guerre et donc hors du champ de cette vidéo. Cependant, la dernière classe de destroyers qui mérite d'être mentionnée à ce stade est la classe Hunt. Ces derniers faisaient partie du programme de construction d'escorte de la Royal Navy en 1939 qui nous a également donné la classe Flower, les Hunts étant des destroyers d'escorte plus grands et donc pas destinés au travail de flotte. Ils sont revenus à un déplacement plus petit de 1000 tonnes et à une vitesse maximale d'un peu plus de 27 nœuds, suffisant pour le travail de convoi, d'escorte et de lutte anti-sous-marine. Une portée beaucoup plus courte de 3500 milles nautiques
a également été accepté, car ils opéreraient principalement dans les zones côtières ou près des ports, ou encore sur des routes de convoi un peu plus directes. Selon la conception, ils devaient transporter 3 montures jumelles de 4 pouces, quelques canons AA et de nombreuses charges de profondeur et leurs lanceurs. Aucune torpille n'a été jugée nécessaire puisque leurs cibles seraient des sous-marins et des avions. Hélas, les premiers navires étaient en surpoids et ont dû abandonner une des montures jumelles. Les vagues suivantes ont corrigé cela en conservant les 6 canons, puis un lot destiné à la Méditerranée a remplacé un support de canon par une paire de tubes de torpilles en raison des rencontres probables avec des navires italiens, réduisant le nombre de canons à 4. 2 des derniers de la classe Hunt, qui étaient classés comme type 4 de la classe Hunt, étaient des navires quelque peu différents, construits par Thornycroft, et en conséquence pesant presque 200 tonnes de plus. Ils portaient un armement nettement plus lourd, qui comprenait les 6 canons principaux, 3 tubes de torpilles et un armement anti-aérien renforcé. Cela nous amène à la fin du développement des destroyers parmi les principales marines du monde, avec une continuité dans la conception tout au long de la période d'entre-deux-guerres. Maintenant, l'Allemagne s'est retrouvée avec presque une marine de plaisanterie à cause du traité de Versailles, et donc leur développement de destroyers a, sans surprise, brutalement cessé. Cependant, les Allemands avaient développé le concept de bateau torpilleur comme un auxiliaire aux destroyers plus grands pendant la Première Guerre mondiale, et ces petits navires continueraient à être développés après la guerre, car ils étaient autorisés à construire des navires de ce type jusqu'à une limite de déplacement de 800 tonnes. De manière agaçante, les Allemands étiqueteraient la plupart de leurs navires comme le type inséré l'année ici, mais cela reflétait le début de la période de conception plutôt que les dates réelles de construction ou de mise en service. Ainsi, les 2 premières classes développées dans les années 20, les bateaux torpilleurs de type 1923 et de type 1924, n'ont en réalité commencé leur construction qu'en 1925 et 1927 respectivement, avec la majorité des classes entrant en service environ 2 ans après le début de la coque. Le type 1923 s'inspirait des derniers designs de la flotte de haute mer et était généralement un peu plus grand pour une meilleure tenue en mer, mais sinon similaire en termes de spécifications. Avec une moyenne techniquement légèrement en infraction avec le traité, de 850 tonnes de déplacement standard, leur donnant un navire capable d'atteindre entre 32 et 34 nœuds dans une mer calme et une batterie principale plutôt banale de 3 canons de 105 mm simples accompagnés d'une paire de lance-torpilles triples. La portée était extrêmement limitée à seulement 1800 milles nautiques. Dans l'ensemble, ils approchaient en fait la taille et le déplacement de certains des plus petits destroyers, hérités présents dans certaines des autres marines, mais étaient nettement moins capables. Les suivants, de type 1924, étaient censés être généralement similaires, mais avec des canons de 127 mm ou 5 pouces, un peu ambitieux sur un navire qui ne pesait que juste plus de 900 tonnes en déplacement standard, mais recevrait en général des canons améliorés de 105 mm. Il est à noter que ces navires utilisaient également les torpilles légèrement plus petites de 500 mm ou 19,7 pouces, contrairement aux torpilles standards de 20 et 1 pouce et lourdes de 24 pouces utilisées par la plupart des autres marines. Les effets de la Grande Dépression ont durement touché l'Allemagne. Il n'est donc pas surprenant que la fin des années 1920 et le début des années 1930 était quelque peu en manque de développement de destroyers, le développement de bateaux-torpilles ne reprenant qu'à la fin des années 30 avec le bateau-torpille de type 1935 dont la construction a commencé en 1938. Ce navire était en réalité plus petit que ses prédécesseurs, avec un déplacement standard de juste un peu plus de 850 tonnes. Il était néanmoins légèrement plus rapide à 35 nœuds, mais ne portait pratiquement rien en termes d'armement principal, étant équipé d'un seul canon de 105 mm et de quelques canons anti-aériens. Il a gardé les 2 tubes de torpille triples, utilisant désormais la torpille de 21 pouces plus standard, et pouvait aussi transporter de nombreuses mines. Ces derniers ont été accompagnés la même année que par le type 1937, qui était généralement similaire mais avait une portée et une tenue en mer légèrement supérieures en échange de quelques dizaines de tonnes de déplacement supplémentaires.
les deux classes présentaient de nouvelles chaudières à haute pression qui se sont avérées quelque peu capricieuses, pour ne pas dire moins, mais avec leur absence de véritable armement de canon, elles étaient peut-être le véritable retour au concept de bateau torpilleur vieux de 4 décennies et le seraient toujours. Voir le service pendant la Seconde Guerre mondiale. La classe suivante, le type 1939, ou classe Elbing, suivrait la tendance de conception inévitable de la plupart des types de destroyers et serait en réalité compétitive avec de nombreux destroyers plus petits et plus anciens, malgré le fait qu'ils soient théoriquement un bateau torpilleur, mais comme leur construction a commencé en 1940, ils seront dans la prochaine vidéo sur ce sujet. Des machines à haute pression compliquées, avec une tendance à se désassembler spontanément à moins que les esprits de la machine ne soient correctement apaisés, figureraient également fréquemment dans la ligne principale du développement des destroyers de la flotte allemande. Le développement de ces navires commencerait au milieu des années 30, l'adversaire principal attendu à l'époque étant la France, qui bien sûr avait emprunté la voie des très grands destroyers ou des petits croiseurs légers avec un très mauvais déguisement. Ainsi, le destroyer de type 1934, qui a heureusement commencé sa construction en 1934, a immédiatement affiché un peu plus de 2200 tonnes de déplacement standard et plus de 3100 tonnes à pleine charge, seulement un peu moins que les navires français contemporains. Sans surprise, pour un design qui était à la fois un peu précipité et le premier destroyer de flotte que l'Allemagne avait construit en près de 2 décennies, ils avaient plusieurs défauts en plus des moteurs. Leur tenue en mer était médiocre grâce à une proue de style couteau qui laissait beaucoup d'eau passer par le gaillard d'avant à grande vitesse ou en mer modérée. Et leur portée était également relativement faible, à moins de 2000 milles nautiques, en raison de la nécessité de conserver environ un tiers de leur carburant comme lest, après que des problèmes de stabilité se soient manifestés en service, au point que si vous utilisez tout votre carburant, il y a de très bonnes chances que vous retourniez au port à l'envers. Cependant, ils pouvaient atteindre 36 nœuds et leur armement principal de 5 canons simples de 127 mm ou 5 pouces les plaçait dans la catégorie supérieure des destroyers à base de canons. 2 lance-torpilles quadruples respectables maintenaient une capacité anti-capitale décente. La capacité de navire et leur armement anti-aérien étaient également inhabituellement lourds pour un design de destroyer d'avant-guerre, avec 4 37 mm, canons dans une paire de montures jumelles et 6 canons de 20 mm simples. L'année suivante verrait le début de la construction des types 1934A. Les derniers changements visaient principalement à améliorer la stabilité et la tenue en mer du navire. À cet égard, les efforts n'ont été que partiellement couronnés de succès, plusieurs mesures se contredisant mutuellement. Une forme d'étrave améliorée a été compensée par des modifications à la poupe, qui étaient conçues pour améliorer le rayon de giration et élever le pont arrière un peu plus haut que le niveau de la surface de l'eau, mais qui avaient également pour effet de forcer l'étrave à descendre à nouveau, ce qui annulait une grande partie de l'avantage de la forme d'étrave améliorée. Ces forces de levage antagonistes exerçaient également une force de rotation significative sur la coque et le milieu du navire, ce qui nécessitait ensuite un renforcement supplémentaire lorsque des fissures commençaient à se développer en service. Un navire, le Zedwick Bruno Heinemann, testerait également les canons de 150 mm ou de 5,9 pouces qui étaient prévus pour les futures classes de destroyers allemands. Étant donné la possibilité d'un design à partir de zéro pour résoudre les problèmes entourant les 2 classes précédentes, les concepteurs allemands proposeraient ensuite le type 1936, qui a de nouveau été utilement construit en 1936. Ils ont augmenté le déplacement standard à un peu plus de 2400 tonnes, la charge complète étant d'environ 1000 tonnes au-dessus de cela. Bien que la machinerie capricieuse soit toujours présente, la portée a également un peu augmenté, dépassant pour la première fois les 2000 milles nautiques, et l'armement a également été laissé tel quel. La plupart des modifications apportées par rapport à leurs prédécesseurs étaient à nouveau dans la coque, réduisant le poids en haut et changeant radicalement la forme de la proue, ainsi qu'élargissant légèrement le faisceau. Ces changements de conception ont finalement donné aux Allemands un destroyer qui n'essayait pas de se déchirer simplement en bougeant ou qui n'essayait pas immédiatement de rejoindre le corps des U-boats au premier signe d'une vague et qui pouvait donc être considéré comme le premier design de destroyer de flotte d'entre-deux-guerres allemand, généralement réussi. Après avoir créé quelque chose de fonctionnel, ils ont fini par tout gâcher. Ils ont fait cela avec la classe type 1936A ou Narvik.
dont la construction commencerait en 1938 et 1939. Le déplacement a de nouveau augmenté pour atteindre environ 2600 tonnes en standard et près de 3700 tonnes à pleine charge. La vitesse est restée aux alentours de 36 nœuds, tandis que l'autonomie a augmenté pour atteindre environ 2600 milles nautiques, et les batteries anti-aériennes et les batteries de torpilles étaient initialement les mêmes que précédemment. Vous vous demandez donc où est le défaut? Eh bien, ils ont décidé d'armer ces navires avec les canons de 150 mm ou de 5,9 pouces qu'ils avaient testés plus tôt, avec l'objectif d'en monter deux dans une tourelle jumelle à l'avant, avec 3 canons simples au milieu du navire et à l'arrière. Finalement, la tourelle jumelle n'était pas prête à temps et les premiers navires seraient souvent achevés avec un seul canon à l'avant à la place. Malheureusement, bien que la tourelle jumelle, lorsqu'elle était présente, avait une utilisation limitée à double usage, grâce à une élévation de 65 degrés, cet armement lourd a défait la plupart du travail qu'ils avaient précédemment mis en œuvre pour améliorer la stabilité et la tenue en mer, avec la tourelle jumelle de proue en particulier, lorsqu'elle était installée, rendant les navires très humides. Aidé seulement légèrement par le fait que la tourelle était au moins entièrement fermée, donc tout le monde avait les chaussettes humides au lieu de l'équipage de la tourelle. Cette caractéristique a assez logiquement limité leur vitesse dans tout type d'état de mer significatif et les a rendus quelque peu moins que des plateformes de tir idéales, et leur cadence de tir était également quelque peu insuffisante grâce aux obus plutôt gros nécessaires. Bien que le canon en tant que système d'armes complet n'ait pas eu autant de problèmes à part le poids de l'obus par rapport au canon des super-destroyers français, donc la cadence de tir était au moins encore meilleure que celle-ci. La Seconde Guerre mondiale a annulé la prochaine classe de destroyers prévue. Une version modifiée du Narvix serait les premiers navires allemands construits pendant le conflit. Il convient de mentionner à ce stade que, alors que la taille des canons augmentait dans les destroyers de diverses marines, un point souvent non mentionné est la manière dont les canons étaient visés. Au début de la période d'entre-deux-guerres, cela se faisait souvent à la main avec une aide mineure de divers mécanismes. Pendant cette période, des mécanismes d'entraînement et d'élévation motorisés ont été introduits, permettant respectivement de tourner le canon et de lever le canon avec beaucoup moins d'efforts nécessaires de la part de l'équipage, et dans la plupart des cas un mouvement beaucoup plus rapide, ce qui améliorerait la capacité de combat. Les deux systèmes ont eu des taux de développement différents, et un certain nombre de classes de destroyers auraient l'un mais pas l'autre, avec un dernier aspect développé étant le chargement assisté par la puissance. L'introduction complète de ces trois systèmes a d'abord été couramment observée dans la marine américaine, les marines françaises et allemandes étant notablement en retard à cet égard, malgré leur utilisation des plus gros canons pour les destroyers de l'époque. La marine soviétique est la dernière que nous couvrirons, et comme les Allemands a dû commencer la conception de destroyers de flotte dans les années 30, bien que grâce au pays ayant attrapé un mauvais cas de communisme et les symptômes associés à la guerre civile, et donc ils n'avaient pas construit grand-chose dans les années 20, pas même des torpilleurs. Tout comme les Allemands, les Russes ont été assez impressionnés par les capacités théoriques des contre-torpilleurs français, leurs grands destroyers, et ont également cherché à les égaler avec la classe Leningrad. Ces navires avaient une marge de chargement beaucoup plus étroite, un peu plus de 2300 tonnes standard. Il n'y avait qu'une différence d'environ 300 tonnes entre cela et la charge complète. Comme pour les navires allemands, leur portée était limitée, bien que légèrement supérieure à celle des types 1934 S, les Leningrad étant capables de parcourir 2100 milles nautiques. Sur de tels grands navires, leurs statistiques sur papier étaient impressionnantes. 40 nœuds, ainsi que 5 canons principaux simples de 130 mm ou de 5,1 pouces, une paire de lance-torpilles quadruples et de nombreuses mines et charges de profondeur, ainsi qu'une batterie anti-aérienne assez décente pour l'époque. L'idée était une sorte d'hybride. Ils n'étaient pas censés être un type à part entière, comme les navires français, ils étaient en fait censés être des chefs de flottille, mais contrairement à l'approche britannique de variantes légèrement plus grandes de la classe de flottille elle-même, cette approche était quelque peu similaire à celle des marines américaines, la classe étant conçue pour être répartie entre de nombreuses flottilles inférieures en tant que leader, bien que les Leningrad étaient infiniment supérieurs à la collection quelque peu gériatrique de destroyers de l'ère tsariste, dont ils étaient nominalement en charge. Étant donné qu'ils essayaient de passer de 0 à 100 encore plus rapidement et plus radicalement que les Allemands,
il n'est peut-être pas surprenant que ces navires soient accompagnés d'une longue liste de problèmes. En commençant par le fait que les chantiers navals soviétiques n'avaient jamais réellement construit un destroyer, encore moins de cette taille, et qu'ils avaient donc une vision quelque peu optimiste de leur capacité à les construire, ils ont donc combiné certains des pires défauts que l'on trouvait dans les designs de tout le monde. Ils avaient des problèmes de stabilité en raison de leur poids excessif en haut. Ils étaient mal équilibrés, donc la proue essayait toujours de descendre pour rencontrer les sous-marins à proximité, et toute la structure ne pouvait pas résister aux tirs de la batterie principale. Oh, et ils commençaient aussi à offrir des massages gratuits à l'équipage, sous forme de vibration de toute la coque, lorsqu'ils essayaient d'atteindre leur vitesse maximale. Le plaisir ne s'arrêtait pas là. Avec la batterie principale composée de 5 canons simples de 130 mm ou de 5,1 pouces, ils étaient extrêmement puissants charges pour leurs obus pour essayer de reproduire les performances balistiques des canons encore plus longs d'auparavant, et en conséquence, les canons s'usaient très rapidement, avaient un recul absolument vicieux, et en conséquence, une précision assez terrible. La résolution de certains de ces problèmes a pris tellement de temps que les canons n'ont commencé à arriver que 4 ans après le début de la construction des navires, eux-mêmes en 1932. Du côté positif, la batterie de torpilles de 2 lanceurs quadruples a présenté relativement peu de problèmes, et au moins lors des essais, les navires ont pu dépasser même la vitesse de conception ambitieuse de 40 nœuds, atteignant un point culminant de 43 nœuds, bien qu'au prix de la transformation d'un navire de guerre en la chaise de massage de thérapie de groupe la plus rapide et la plus chère du monde. Bien sûr, il y avait des problèmes de production avec les turbines, donc les coques étaient pratiquement terminées avant que la propulsion ne soit prête, ou que l'armement principal ne soit livré, 2 éléments plutôt importants pour un navire de guerre. Il ne devrait donc pas être surprenant que lorsqu'est venu le temps de la prochaine classe de destroyer, les soviétiques ont cherché de l'aide. Ils finiront par se tourner vers les Italiens. Cela entraînerait également 2 lignes de conception, la voie principale de développement pour les destroyers soviétiques à partir de maintenant, et quelques navires expérimentaux uniques que nous examinerons un peu plus tard. La classe suivante, la classe Konveni, ou Gremiaschi, également connue sous le nom de Projet Sept, a commencé en 1935, un an avant que les canons pour les Leningrad n'apparaissent réellement. Comparés à leurs prédécesseurs massifs, ils étaient beaucoup moins ambitieux, avec un standard de 1600 tonnes et un peu plus de 2000 tonnes à pleine charge. Ils ont pris un design italien existant, les Volgors, et l'ont modifié. Malheureusement pour eux, les navires italiens étaient tout juste du côté acceptable de la stabilité, et les modifications ajouteraient du poids là où il n'était vraiment pas nécessaire lorsque vos principaux intérêts incluent ne pas nager dans l'océan Arctique. La vitesse de conception a chuté à seulement 37 nœuds, bien que beaucoup se soient avérés plus rapides lors des essais, et la batterie principale a été réduite d'un canon à 4 canons simples de 130 mm. La batterie de torpille a également chuté de 2 lanceurs quadruples à 2 lanceurs triples. Comme ils utilisaient sur les mêmes canons que les Leningrad, ils avaient globalement les mêmes problèmes avec un taux de tir sur les canons qui a considérablement chuté par rapport aux objectifs initiaux pour quelque chose de plus proche du taux de tir d'un croiseur léger plutôt que d'un destroyer. La portée était également relativement courte, mais pas terrible à 2600 milles nautiques, bien que cette distance puisse être parcourue à une vitesse de croisière légèrement supérieure à la moyenne par rapport à la plupart des autres destroyers. 1936 a vu le début des travaux sur les Storozhevoy qui, en tant que projet 7U, étaient généralement des répétitions en termes d'armement, la plupart du travail consistant à résoudre les problèmes de la précédente série de destroyers. Cela signifiait une coque plus solide, des machines plus redondantes et la réorganisation de la disposition de la batterie antiaérienne qui a vu le déplacement augmenter à un peu plus de 1700 tonnes standard et un peu moins de 2300 tonnes entièrement chargées, mais a également vu la vitesse maximale repasser à plus de 40 nœuds, ce qui était agréable. Les problèmes de navigabilité et de stabilité rencontrés avec ces classes étaient particulièrement problématiques lorsque l'eau passant par-dessus l'étrave représentait une menace immédiate pour la vie dans le froid glacial qui caractérisait une grande partie de la zone d'opération de la marine soviétique, ont tous conduit au projet 30 ou à la classe Ognyevoy qui a commencé sa construction en 1938.
La coque a été beaucoup agrandie, pesant juste plus de 2100 tonnes en standard et plus de 2800 tonnes entièrement chargées, ce qui a aidé à la stabilité car l'armement total n'a pas augmenté mais les canons étaient maintenant installés dans une paire de tourelles jumelles au lieu de 4 montures ouvertes, un peu à la manière italienne. La masse supplémentaire des tourelles, plus une coque encore plus solide et une hauteur accrue du pont principal, a fait chuter la vitesse à un peu plus de 36 nœuds, avec la variante du projet 30 000 légèrement plus lourde en raison de l'augmentation de l'armement anti-aérien et d'autres petits changements qui ont résulté de l'expérience de guerre, puisque beaucoup de navires de cette classe étaient encore en construction au moment de l'invasion allemande et ne seraient donc pas achevés avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. La construction de la classe Kiev a débuté peu après le début de la Seconde Guerre mondiale et sera examinée dans la prochaine vidéo sur le sujet. Les deux autres destroyers mentionnés précédemment étaient le 1935 Opitini, je pense, qui a été construit comme un banc d'essai pour comparer les idées soviétiques avec les projets SEPT guidés par les Italiens. Sans surprise, après les Leningrads, un destroyer de conception purement soviétique fut un désastre, malgré l'ajout de machines allemandes à haute pression pour aider. Les 1700 tonnes de déplacement standard étaient censées transporter 3 tourelles jumelles utilisant ce canon discutable de 130 mm, plus 2 tubes de torpilles quadruples et les nouveaux moteurs. Ce qu'ils ont obtenu était un navire avec presque aucune portée, d'environ 1400 milles nautiques, une vitesse de seulement 35 nœuds, et tellement de problèmes de stabilité et de poids de tourelle que le navire a fini avec 3 canons simples à la place, ce qui l'a laissé très mal armé pour un navire de cette taille. L'aide italienne a été tout à fait judicieusement sollicitée pour l'autre navire, le leader du destroyer Tashkent, qui pesait un impressionnant 2800 tonnes standard et 4100 tonnes de déplacement lorsque absolument tout était à bord. Embarquant plus d'un tiers de puissance moteur supplémentaire que ce que vous trouveriez dans un croiseur de classe Town, le navire a été conçu pour atteindre plus de 42 nœuds, naviguer sur plus de 5000 milles nautiques et transporter 3 tourelles jumelles de 130 mm, 9 tubes de torpilles dans 3 lanceurs triples, ainsi que de nombreuses mines et charges de profondeur. Il était prévu de construire ce modèle en série, mais des problèmes avec les chantiers navals soviétiques ont fait que seul le Tashkent serait construit et il serait construit en Italie. Des problèmes pour installer le 130 mm dans une tourelle jumelle à la fin des années 30 signifiaient qu'elle serait initialement achevée avec 3 simples à la place, bien qu'elle finirait par obtenir les canons principaux prévus. Cependant, en plus des problèmes de construction eux-mêmes, elle était aussi trop grande et trop coûteuse pour jamais former une ligne justifiable de destroyers, même des leaders de destroyers, étant donné qu'ils arrivaient dans la même catégorie de poids et de taille qu'un certain nombre de croiseurs légers contemporains, mais sans avoir près de la puissance de combat. Et cela nous amène à la fin de la période des destroyers d'entre-deux-guerres pour les principales marines qui allaient combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Les principaux points forts étant vraiment que presque tout le monde a fini par essayer de faire beaucoup trop sur une coque trop petite et a fini par avoir des problèmes de stabilité en conséquence, un certain nombre de marines européennes ayant également fini par construire des coques beaucoup trop légères et des canons beaucoup trop grands pour une utilisation efficace, avec une mention spéciale aux Allemands pour leurs innovations dans le domaine des machines autoconsommatrices et des navires qui croyaient vraiment qu'ils s'identifiaient comme des bretzels. Cela dit, la course lancée par les Fubuki au milieu des années 20 aboutirait finalement à un certain nombre d'excellents designs une fois que toutes les leçons auraient été apprises. C'est juste un peu dommage que la plupart des classes qui ont pleinement réalisé les visions de conception des différentes nations n'aient commencé leur construction qu'à la fin des années 30, juste au moment où la Seconde Guerre mondiale éclatait, les conditions de laquelle laisseraient de nombreuses marines incapables de réaliser leurs ambitions, soit par une réorientation des ressources, ou le fait mineur qu'ils avaient été occupés. Cela dit, la plupart de ces navires et leurs successeurs à venir seraient maintenant jetés dans le creuset de la guerre, un environnement où le fait que vous pouviez flotter, bouger et tirer était tout ce qui importait. Des problèmes comme la stabilité et la cadence de tir avaient tendance à prendre un peu de recul par rapport à la simple disponibilité, et les statistiques sur papier devenaient pratiquement sans importance.
Tout cela et plus encore dans quelques mois, lorsque nous terminerons cette série de vidéos avec le développement des destroyers pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est à peu près l'apothéose du développement des destroyers en tant que concept qui commence lorsque la reine Victoria était encore en charge. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche.